Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous mettons le voyage entre parenthèses pour te parler d'énergie en grand voyage, de stockage, donc c'est-à-dire des batteries. On découpera cette vidéo en plusieurs chapitres. Le premier étant les différentes technologies, que ce soit du plomb acide, de l'AGM, du gel ou du lithium. En deuxième partie, nous aborderons le BMS. Troisième partie, comment installer une batterie au lithium. Quatrième, présentation de la batterie qui équipera Tangaroa. Et en cinquième, on fera un petit point sur l'installation. Comme tu le sais, je ne suis pas un spécialiste, ce n'est absolument pas un tuto, c'est juste mon expérience, ce que je fais moi pour mon bateau, ce que j'ai fait par le passé pour le stockage de l'énergie, quelles ont été mes erreurs, comment j'ai fait mes recherches pour arriver à la technologie qui équipera Tangaroa dans les mois, surtout j'espère les années à venir. Donc on va tourner cette vidéo en plusieurs fois, tout simplement parce que nous sommes dans les îles, et dans les îles l'approvisionnement sur les batteries est assez compliqué, puisqu'il y a des normes, si tu veux, de sécurité, donc pas tout ne peut transiter par avion, les délais sont un petit peu plus longs. Donc aujourd'hui nous sommes à Madère, je récupère la batterie dans les Canaries, autrement dit, je vais installer cette batterie là le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je voudrais tourner des séquences au préalable, t'expliquer les choses pour que dès que nous recevons la batterie, nous puissions l'installer et continuer le voyage. A tout de suite. Alors, avant toute chose, avant de déterminer quelle batterie, avant de déterminer combien je peux rentrer dans cette batterie-là, il faut faire un bilan énergétique de ta consommation. Je te propose donc 3 mises en situation. Le premier exemple, donc on va être sur une navigation de 10 heures et un mouillage pendant 14 heures. Donc on voit que on va très peu utiliser tout ce qui est éclairage. On va utiliser la cabine pendant 1 heure pour lire, la salle de bain le soir pour se brosser les dents, la cuisine on va utiliser 1 heure et le carré 2 heures. Au niveau des feux extérieurs, donc on va allumer son feu de mouillage pendant 10 heures, pendant la période où ça ne recharge pas. Projecteur de pont, bon, globalement, quand tu es au mouillage, tu t'en sers pas. Et l'éclairage du cockpit au moment du repas ou de l'apéro un petit peu tardif. Au niveau donc de tout ce qui est confort. Pompe d'évacuation de salle de bain, tu vois, bon, je vais pas tout définir. J'ai également donc les gros postes qui sont le groupe eau, le frigo et Starlink. Donc ça, ce sont 2 gros consommateurs, sachant que le réfrigérateur, il est donné pour 800 watts jour. Donc c'est bien la consommation que l'on retrouve. J'ai mis une utilisation 13h30 puisqu'il ne fonctionne pas en continu, il fonctionne quand il déclenche. Et notamment, j'ai vu que il déclenchait 2 fois par heure pour refroidir, et toujours, si tu veux, minuter comme il se faut. Autre dernier gros poste d'utilisation, c'est le désalinisateur. On voit qu'il consomme 1200 watts. On l'utilise donc une demi-heure par jour pour étaler sa consommation, donc 50 ampères-heure. Dans la réalité, bien entendu, c'est un tout petit peu moins. Et également les petits consommateurs classiques tels que le traceur, la centrale de navigation, l'AIS et la VHF. Autre poste qui est important, c'est le pilote automatique. Je l'ai réglé là sur une valeur qui est moyenne, donc on voit que sur 10 heures d'utilisation, on est sur 70 ampères, donc 7 ampères-heure, qui est quand même dans une mer un petit peu formée. Mon besoin à ce moment-là, lui, est de 282 ampères par jour. Donc ça veut dire que dans ce type de navigation, il me faut 282 ampères à utiliser. Deuxième exemple, je navigue pendant 24 heures. Donc on a les mêmes postes, si tu veux, de consommation. La différence principale, ça va être sur l'utilisation du pilote automatique, que lui, je vais faire travailler pendant 24 heures. Et on voit là que j'ai une consommation qui est de 398 ampères pour ma journée de 24 heures de navigation. Enfin, un dernier poste qui est important, parce qu'ici tu vois qu'on ne parle que consommation, on ne parle pas du tout recharge. Ça veut dire que dans la réalité, mes panneaux solaires vont amplement pouvoir recharger la demande dont j'ai besoin.
Et sur ce dernier exemple, eh bien, c'est sur une navigation de nuit. Donc là, je pars sur 10 heures sans avoir la possibilité de recharger mes panneaux par le biais des panneaux solaires. Si je dois le recharger, je ne fais qu'une recharge qui est de l'ordre du fonctionnement du moteur. Donc en gros, en arrondissant, il me faudrait 150 ampères de disponible la nuit pour pouvoir étalonner ma consommation. Alors dans ces 150 ampères, les gros consommateurs sont le frigo et le pilote automatique. Tu vois ici que j'ai enlevé le désal. C'est pas la peine d'utiliser le désal. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite faute de frappe. C'est pas la peine d'utiliser le désal de nuit quand même. Donc, j'ai besoin de 150 ampères. Ça veut dire que dans le choix de mes batteries, il va falloir que je puisse puiser 150 ampères sans dégrader mes batteries. On passe maintenant aux différentes technologies. C'est une technologie de base. C'est la technologie entre guillemets premier prix. C'est celle qui équipe Tangaroa à l'heure actuelle. Donc j'ai acheté le bateau moi en octobre 2014. J'avais des batteries donc de ce type-là qui équipaient. Alors les anciens propriétaires avaient fait le job comme il fallait. Je veux dire entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais la date de pause sur les batteries. Donc les batteries ont duré 7 ans. Donc c'est pas mal. Elles ont rendu l'âme en septembre 2018 quand j'étais en Corse. Bah, tout simplement manque d'énergie. Donc j'avais le fusible qui cramait. C'est comme ça que j'ai compris aussi qu'elles étaient mortes, puisque la journée est alimentée par les panneaux solaires. Il n'y a que la nuit où je me suis aperçu que j'avais un problème de batterie. Donc à l'époque j'avais du 4 fois 110 ampères, donc 440 ampères au total. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé ces batteries donc en 2021 pour partir en vacances, et puis je me suis dit bon, le début du voyage je le ferai avec ce type de batterie. Par rapport aux batteries qu'il y avait au préalable, celle que j'ai changée, pas de différence si tu veux notoire, même dimension, même puissance, 110 ampères pour chacune. La différence se passait à l'intérieur, c'est-à-dire que depuis 2011 et les précédentes batteries, on est sur la même technologie mais pas forcément les mêmes composants. Je m'explique dessus. Donc des batteries qui sont plomb acide, la différence se fait sur le fait que le plomb qu'il y a dans les nouvelles batteries, eh bien c'est du plomb recyclé, puisque maintenant on recycle les batteries, et ce que j'en ai déduit, c'est qu'on a des batteries qui sont quand même moins performantes. Uniquement parce que tu as une qualité de plomb qui est différente. Alors, le gros du souci rencontré sur ces batteries-là depuis un petit peu plus d'1 an de voyage, ben, c'est leur espérance de vie. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elles me fassent, en gros, en voyage, à ce qu'elles me fassent 1 an, quoi, ou 2 ans depuis que je les ai posées. Il y a eu un élément qui a été déterminant, je pense, dans l'usure prématurée des batteries, c'est le désalinisateur. Je suis équipé d'un désalinisateur qui est en 220 volts, donc enfin 230 volts pardon, ou 240 maintenant, qui pompe énormément d'énergie, donc qui dégrade rapidement les batteries. Pour te parler des avantages de ce type de batterie, aujourd'hui moi je vois qu'un seul avantage, c'est son prix. Tu as une batterie qui coûte à l'unité 130 €, donc 130 € fois 4 batteries, on est sur 520 €. Maintenant, au niveau des inconvénients, donc la capacité qui est restreinte, c'est-à-dire que tu as une possibilité de décharge qui est de l'ordre de 40%. Donc ça veut dire, sur les 440 ampères heure que j'ai sur cette batterie là, je vais pouvoir en décharger 40%, c'est-à-dire 176. Tu vois, c'est pas une grosse capacité, c'est-à-dire que tu ne peux pas profiter en totalité de ta batterie. Plus tu vas tirer dessus, c'est-à-dire que si tu commences à la vider 50, 60, 70, 80%, elle peut tenir si tu veux sur le principe, mais tu vas la dégrader à une vitesse record. Et c'est ce qui s'est passé dans l'utilisation que j'en ai faite en 2022 sur le voyage, et notamment sur le désalinisateur. Si tu te souviens bien, lorsque nous étions à Malte, donc on se tape du mauvais temps, il fait pas beau, et je m'aperçois le matin que j'ai plus du tout de jus.
On est en plus sur un soleil qui se couche un petit peu plus tôt. Donc une capacité de recharge qui est tronquée. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que les batteries avaient quand même un petit souci. On passe à un autre inconvénient qui est la recharge lente. Ce type de batterie, c'est une batterie qui a décharge lente. Si tu décharges lentement, tu ne peux pas forcément non plus recharger rapidement. Donc ça prend un peu plus de temps. Si le matin, je me réveille, j'ai mon utilisation de la nuit, c'est-à-dire que la nuit, j'ai le feu de mouillage qui est à LED, qui consomme rien, et le frigo qui va consommer, lui, en moyenne 4 ampères-heure. Donc j'ai des batteries qui, à 11 h du matin, sont complètement pleines. Et là, je peux attaquer ma journée de navigation tranquillement. Ce type de batterie également a un souci de mémoire. Alors, souci de mémoire, ça veut dire que quand tu tires dessus, qu'elle se dégrade, elle garde tout ça en mémoire. Ce qui veut dire que ça a une incidence sur la manière dont tu le recharges, sur la manière dont tu vas l'utiliser. Donc ce sont des batteries, comme je te disais, qui se dégradent quand même rapidement, puisqu'elles n'ont une capacité, si tu veux, qui est de 300 plutôt, à 500 cycles. Donc c'est relativement court. Et un autre inconvénient, bien entendu, c'est son poids, puisque la batterie fait 31 kg, il y en a 4, on est sur 124 kg. Alors la batterie AGM, quant à elle, a été créée dans les années 80 pour une utilisation qui était militaire, c'est-à-dire que ça équipait les avions de l'armée. C'est un peu, si tu veux, la même technologie que le plomb acide, mais par contre, tu as des fines couches en mat de fibre de verre, donc ce qu'on appelle des séparateurs, et qui évitent les fuites. Ce qui veut dire qu'on a une technologie qui est quand même un peu plus évoluée que la plomb acide. Alors celle-ci, il y a plus d'avantages que la précédente, à savoir l'installation dans plusieurs sens. C'est-à-dire que tu prends ta batterie, donc les deux bornes en haut, mais tu peux également coucher ta batterie, ce que tu ne peux pas faire avec le plomb acide. Tu as une durée de vie qui est supérieure au plomb acide, et ça accepte également de forts courants de décharge et de recharge. Au niveau des inconvénients maintenant, on a un coût d'achat qui est un petit peu plus élevé. Il faut un chargeur qui soit un peu plus spécifique. L'inconvénient, on est toujours sur une notion de poids, puisque de 31 kg, tu vas passer sur du 29 kg ou 30 kg, donc quelque chose, si tu veux, quasi similaire. Et en termes de... non, j'allais te dire n'importe quoi. J'allais te dire en termes de durée de vie, mais non, la durée de vie fait partie des avantages. Si tu veux, ce sont des batteries qui sont relativement fiables. Et les avantages que tu peux tirer de ce type de batterie AGM est supérieur aux inconvénients. En termes de tarifs, donc une batterie AGM, on est... sur du 190 € à peu près à l'unité, un peu moins de 200 €. Donc si tu prends 4 batteries, on est sur 760 €. Tu as vu tout à l'heure, je t'avais dit qu'on était à 520 €. Donc tu as un coût d'achat qui est supérieur, mais une batterie qui va te durer un petit peu plus longtemps. Alors, la batterie gel, quant à elle, a une électrolyte qui est contenue, comme son nom l'indique, sous forme de gel. L'électrolyte, c'est le liquide qui est contenu. Et ça, ce type de batterie-là, à gel, c'est une batterie qui est les plus adaptées pour la recharge solaire. En termes d'avantages, donc une durée de vie qui est beaucoup plus longue également. Pour te donner un ordre d'idée, si je décharge ma batterie à hauteur de 20%, ça veut dire que j'utilise 20% de sa capacité, j'ai 1000 cycles de recharge. Si on est à 60%, pardon, à 40% de consommation, du coup, on est sur 800 cycles. Et si vraiment je vais aller tirer profond, c'est-à-dire je la décharge à hauteur de 80% de sa capacité, j'ai 400 cycles de recharge. Donc c'est une batterie quand même qui est relativement fiable. Tu vois, tu peux aller vraiment la décharger de manière intense jusqu'à 80% de sa capacité. En contrepartie, donc au niveau de ces inconvénients, on est sur une recharge qui est plus longue parce qu'il y a une plus grande résistance. Ensuite, son rendement est quand même un petit peu moins bon que la GM.
Le prix, quant à lui, on est sur 230 € par batterie. Donc si tu mets 4 batteries pour avoir la même puissance, hein, parce qu'on compare vraiment les mêmes choses depuis le départ sur des batteries de 100 à 110 ampères, et je te donne et la fourchette de prix pour ce type de batterie et l'utilisation. Donc 230 € sur 4 batteries, on est à 920 €. Donc tu vois que le coût est beaucoup plus important que les technologies qui sont citées précédemment. Allez, maintenant celle que tu attends, et c'est celle qui va équiper Tangaroa dans le futur, donc ça va être la technologie au lithium. Donc cette technologie de stockage, c'est une des plus performantes qui existe, si ce n'est pour l'instant la plus performante. Pour te donner une idée, le lithium, c'est ce qui compose aujourd'hui ta batterie de téléphone, ta batterie de tablette forcément, donc les voitures électriques, ce sont des batteries également au lithium, les transpalettes, alors ce qu'on appelle également les Clark, ce sont maintenant des batteries au lithium. Là on est sur une technologie qui s'appelle LiFePO 4, qui est donc une technologie lithium, fer et phosphate. Au niveau des avantages, et ça tu verras qu'il y en a pléthore. Celle-là, tu peux la retenir, l'expression. Il y en a pléthore, il y en a à la pelle, il y a moulon. Enfin, donc, une durée de vie qui est 6 fois supérieure à la technologie plomb-acide. Et là, ça commence à être intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Une grande intensité de courant. C'est-à-dire que selon la batterie que tu choisis, tu peux avoir du 150 à 200 ampères-heure en continu. Et là, tu te remémores un petit peu ce que je te disais au niveau du désalinisateur. On a une haute densité énergétique, pas d'effet de mémoire, et ça c'est super important, c'est-à-dire que tu peux aller tirer une batterie qui est quasi en totalité sans qu'elle conserve en mémoire la dégradation qu'elle aura eue. Une charge qui est rapide, globalement on peut estimer, je pense, à 3 fois la vitesse de charge par rapport à tes batteries plomb-acide. Ça veut dire qu'une batterie plomb-acide va bien se recharger à partir du moment, si on parle en panneau solaire, où tu as vraiment le soleil qui tombe dessus. Alors, je fais un petit aparté sur ça. Tu sais que le panneau solaire, effectivement, il faut qu'il y ait du soleil, mais il ne faut pas qu'il y ait non plus une chaleur qui est importante. C'est pour ça que on peut mettre, et c'est recommandé, les panneaux sur des portiques. Ça veut dire qu'on diminue l'ombre qu'il peut y avoir pour un rendement qui soit vraiment maximal, et on le fait ventiler dans le dessous pour éviter l'accumulation de chaleur. Si tu poses un panneau qui est souple, semi-rigide, à plat, il est moins ventilé et donc un petit peu moins performant. Et au niveau de son poids, là ça va être un sacré avantage, parce que si tu prends une batterie 100 ampères, elle fait 13 à 14 kg. Donc ça veut dire que la batterie que je vais installer dans Tangaroa fait 33 kg contre 124 actuellement. Alors bien sûr, sur un bateau qui à la pesée fait 12 à 14 tonnes, on s'en fout de cette différence de poids. Elle a une incidence, si tu veux, quand tu transportes, mais ça veut dire qu'à poids équivalent, tu peux t'installer une usine électrique dans ton bateau. Passons maintenant aux inconvénients. Donc on a le principal, et qui revient sur les forums, et tu as déjà vu aussi des vidéos de véhicules électriques Tesla par exemple. Le principal inconvénient, c'est le risque d'incendie. Tu as une sensibilité également aux températures trop hautes et aux températures trop basses, et bien sûr il te faut un chargeur spécifique au lithium. Alors, sensibilité aux températures trop hautes ou températures trop basses. Tu as une plage de température qui est de 0 à 50 degrés. Ce qui exclut avec ce type de batterie-là des navigations, par exemple sur du passage du nord-ouest ou les canaux de Patagonie quand ce n'est pas la bonne saison. Parce que tu as des batteries là qui ne vont pas fonctionner. Oui, mais... Maintenant, on a des batteries au lithium qui sont self-heating. Ça veut dire que la batterie, elle, va chauffer pour pouvoir, quand tu es dans des températures qui sont à 0 ou en dessous, pour pouvoir fonctionner. Donc c'est quand même un avantage qui est pas mal. Et sur cette partie inconvénient que je t'ai listée, ça me permet d'enchaîner maintenant avec la nouvelle partie, le BMS.
c'est la technique indispensable au bon fonctionnement des batteries lithium. Si tu veux, tu as tes cellules lithium qui sont vraiment très sensibles. Si les températures sont trop élevées ou trop basses, hein, c'est ce dont on parlait il y a quelques secondes, si tu as une tension qui est trop importante, en surcharge ou en surdécharge ou un coupe-circuit. Et ça, ça peut engendrer des problèmes de sécurité. Souviens-toi de l'électronique qui est sous forme liquide. Si tu as ton électronique qui fuit, le liquide réagit à l'air et c'est là où tu as ton risque d'incendie. Donc, quelle est l'incidence d'avoir finalement ce BMS sur tes batteries au lithium? Eh bien, le BMS, lui, va stopper la décharge des cellules avant que ça devienne critique. Critique notamment pour sa durée de vie. Il va stopper la charge des cellules avant qu'elles ne soient trop chargées. Et va vérifier donc les températures des batteries, hein, puisque je te parlais de la plage, si tu veux, de fonctionnement des batteries. Donc le BMS contrôle en permanence la température des batteries. Ça estime la durée de vie de ta batterie. Ça charge les cellules de manière homogène. Donc tu as un stabilisateur. Tu as, prenons voilà, une cellule lithium, tu vas en avoir 4 puisque les cellules font 3,2 volts, donc tu en as 4, ta batterie fait 12,8, hein, c'est pour ça qu'on parle 12, mais tu vois dans la réalité c'est 12,8, donc ça va charger tes cellules de manière homogène. Si tu veux, le BMS, si on le schématise rapidement, c'est un petit peu le chef d'orchestre, lui, de tes batteries, de ton parc de batteries. Quand tu es équipé comme Tangaroa de batteries plomb acide et que tu souhaites passer aux batteries lithium, il ne te suffit pas d'enlever tes batteries actuelles, de remplacer et te dire c'est bon, on a fait le job, on peut repartir. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc on identifie d'abord tes sources qui permettent de recharger les batteries. Tu as en premier lieu les panneaux solaires. Panneaux solaires que tu raccordes à des régulateurs, si possible MPPT pour avoir un maximum de performance. Deuxième source de recharge, c'est le chargeur de quai. Quand tu es au port, il faut que tu aies un chargeur qui soit adapté aux batteries lithium. Ton alternateur. Et là, on va parler un petit peu plus en détail de l'alternateur. Alors, j'ai à bord un alternateur de secours que j'ai acheté il y a quelques semaines, tu vois, qui est la copie conforme de celui qui est actuel, hein, qui est sur le Volvo. La différence, c'est qu'il n'est pas vert. Pour l'instant. Donc ce régulateur, cet alternateur, tu vois derrière ce boîtier, c'est ce qu'on appelle un régulateur. Le régulateur, lui, communique avec la batterie. La batterie, quand tu es sur une technologie, qu'elle soit plomb acide, AGM ou gel, tu as une batterie qui est ce qu'on appelle résistive. C'est-à-dire que la batterie dit à l'alternateur, moi j'ai besoin que tu m'envoies tant de courant. C'est ce qui se passe, l'alternateur envoie tant de courant. On a un alternateur, le modèle que je t'ai montré, c'est un 60 ampères. Alors, cet alternateur-là ne va pas délivrer en continu cette tension-là. On va démarrer sur du 60 ampères et puis on va chuter au fur et à mesure. C'est un alternateur, comme tous les alternateurs, qui est également ventilé. Il faut que ça ventile, hein, tu vois les stators, donc il faut vraiment que on soit refroidi. Plus un alternateur est chaud, c'est comme les panneaux solaires, moins il va avoir de rendement. Et tout ça sur une batterie au lithium, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Une batterie lithium, elle ne sait pas dire c'est bon, j'ai trop mangé, je suis plein. Elle va continuer de demander de l'énergie, puisque une batterie lithium, à partir du moment où tu as une batterie qui fait, je vais te donner un exemple important, 560 ampères, qui est quand même une grosse batterie, elle peut avoir une capacité de charge de 560 ampères. Donc l'alternateur va tourner à fond et au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, tu as un incendie sur ton alternateur. Donc il va falloir un petit boîtier, et ça on va en reparler dans une séquence que je tournerai quand je l'ai reçu pour t'expliquer le fonctionnement. Allez, changement de décor, tout est reçu, tu vois, j'ai devant moi une des batteries lithium. Alors la batterie, au départ j'avais pris une batterie qui était de 280 ampères-heure. Et c'est une batterie que j'ai commandée sur Tenerife, c'est pour ça que nous sommes à Tenerife. Tu risques d'entendre peut-être un bruit en arrière-fond, ce sont les Canadair puisqu'il y a un incendie depuis
depuis 6 jours ici, grave incendie, le pire qu'ont connu les Canaries sur les 40 dernières années. Donc voilà, j'ai pris une batterie de 280 ampères. Cette batterie n'était pas dispo en stock et elles viennent donc de Barcelone et je ne pouvais pas les avoir avant une dizaine de jours. Donc à la place, j'ai pris 2 batteries de 150 ampères. Alors le petit boîtier dont je voulais te parler, hop, on pousse la batterie, tu vois qu'elle est légère. Donc c'est le Orion DC de chez Victron. Donc c'est un boîtier qui va te permettre de pas faire cramer, si tu veux, ton alternateur. Autrement dit, ce boîtier là va se brancher sur la batterie moteur. Donc j'envoie, si tu veux, sur les inputs ici le plus, le moins de la batterie moteur. Et sur le output, donc je vais raccorder ça aux batteries lithium. Ça veut dire que ce qui va se charger en priorité, c'est la batterie moteur. Et tout ce qui est en surplus va aller au lithium. Donc on est ici sur le modèle le plus gros en gros de la gamme qui est le 30 ampères. Donc ça c'est ce qu'on appelle le modèle isolé, c'est-à-dire que j'ai 2 moins qui est différent. Tu as le modèle non isolé avec le moins qui est commun. Donc voilà, moi je préférais le modèle, si tu veux, non isolé. Ce boîtier là, donc tu vas le raccorder, tu vas mettre 2 disjoncteurs thermiques qui vont être en entrée et en sortie. Alors, je suis allé les chercher ce matin. Ah bien, le mec il a préparé ce qu'il allait faire. Hop. Donc voilà, ce sont des disjoncteurs thermiques comme tu as un petit peu sur ton gain d'eau. Et on est sur 60 ampères chacun à l'entrée, à la sortie. Et il est, comme tu le sais, à réarmement manuel. Voici la batterie donc qui est de chez Hola Litio. Hola Litio est une marque espagnole. Alors, on va parler de l'approvisionnement ici, puisque quand nous sommes partis de Madère, la route classique pour descendre sur les Canaries, alors ce que fait tout le monde, mais bon, on n'est pas tout le monde, c'est d'aller à la Graciosa. Donc on est venu sur Tenerife pour cette raison-là. J'avais contacté donc des marques françaises, mais personne ne livre dans les îles. Je fais une petite pause à cause du Canadair qui passe et je te reprends. Donc voilà, pour cette batterie, la Hola Litio, j'ai contacté au préalable Ultimatron France. Tu sais qu'ils vendent des batteries qui sont de qualité donc dans les batteries, je vois que ils vendent donc de l'Ultimatron, mais ils vendent également du Hola Litio. Donc je les ai contactés, j'ai essayé de discuter avec eux sur la différence qu'il pouvait y avoir d'une marque à l'autre. Donc si tu veux, ça botte en touche hein, forcément. Et puis au bout d'un moment ils finissent par me dire mais ce sont exactement les mêmes. Le fournisseur c'est le même, c'est le même assemblage, tout est pareil, il n'y a que le prix qui change. Bon, pas plus couillon qu'un autre si tu veux. Donc j'ai acheté la Hola Litio, puisque je crois que de l'ordre de mémoire on a 400 € d'écart sur la batterie. Et me voilà donc avec l'Hola Litio à bord. Voici, donc je te montre sur l'appli. Alors ouais, j'ai changé de téléphone parce que l'autre m'a laissé tomber. Donc voilà, ma batterie si tu veux est à 31,4 degrés. Je n'ai pas de courant de charge, pas de courant de décharge. Elle a une capacité à l'heure actuelle qui est de 44 ampères sur les 150 avec une tension de 13,1 volts. Et on voit bien que dans ma zone, j'ai les 25% que je t'annonçais tout à l'heure. Voilà, donc dans le menu, je peux gérer l'état de charge, de décharge. Je peux aller vérifier s'il y a des erreurs, mais il n'y en a pas. Le nom de la batterie, l'historique du BMS, tu vois. Donc pour l'instant, forcément, en erreur, on est vierge. La batterie n'est pas connectée. Le check historique. On voit bien ici que j'ai mes 2 batteries, tu vois, celle qui est marquée là qui est à 0,01 m, donc celle-ci, et l'autre qui est à 1,12 m qui est dans le carré, qui est à ce niveau-là. Tac, je l'allume également. Ah bah, visiblement madame est un peu plus capricieuse. Bon, elle est encore dans l'emballage, je l'allumerai un petit peu plus tard. Alors, j'avais prévu, comme je te l'ai dit, une seule et même batterie.
parce que je voulais pas je vais pas dire de conflit entre les BMS, j'ai pas suffisamment de connaissances pour savoir si potentiellement il peut y en avoir un ou pas. Voilà, donc je voulais qu'une seule batterie. Et effectivement, c'est vrai que 2 batteries c'est un peu mieux. Si toutefois j'en ai une qui est défectueuse, bon ben je peux l'isoler et me servir que d'une seule batterie, 150 ampères. Souviens-toi du calcul par rapport au plomb acide classique, c'est déjà supérieur puisque j'ai une capacité de décharge qui est totale. Voilà, donc au cas où je sais que on sera bon dessus. On va passer maintenant à l'installation. Bon, et tant que nous y sommes, nous allons aussi en profiter pour changer le régulateur MPPT et passer sur du Victron. Ça permettra d'avoir une cohérence, hein, puisque tu sais que le chargeur de quai, le boîtier DC-DC sont de chez Victron. J'étais, je vais pas dire un anti-Victron, c'est hors de prix quoi. Donc voilà, on va garder un peu de cohérence, ça va renouveler et puis la technologie et la qualité de Victron, voilà, je m'attends à avoir quelque chose de pas mal pour pouvoir recharger ma source d'énergie. Allez, fin de l'installation. Alors, toute l'installation a été revue, tu vois, même les câbles ici ont été changés. On était en 50 carrés, on est passé à 70 carrés. Donc, tu vois l'Orion qui est connecté et on voit également les 2 nouveaux MPPT de 30 ampères heure chacun. Bien sûr, comme je te montrais, le coupe-circuit est beaucoup plus propre. Pareil pour le shunt, tout est raccordé également au moins général pour une meilleure lecture du gestionnaire de batterie. Bon, alors il est évident que si j'étais resté sur de la plaisance classique, c'est-à-dire des vacances de 2 à 4 semaines, j'aurais conservé des batteries qui étaient au plomb et à l'acide. Tout simplement parce que tu n'as pas la même utilisation. Là tu es sur une utilisation qui est intensive puisque tu vas dessaler de l'eau également, c'est un exemple, hein, mais tu vois que les autres batteries m'avaient fait 7 ans et quand tu t'en sers de manière intensive, elles vont te faire 1 an et demi, 2 ans, grand max. Donc voilà, j'espère que ces explications qui étaient relativement succinctes t'auront permis quand même d'y voir un petit peu plus clair. Et toi, dis-moi ce que tu en penses. Litio au plomo. Voici l'interface de l'application que tu as vue précédemment. Donc sur la batterie 2, elle est à 93%, elle est à 34 degrés, malgré la température extérieure qui est très élevée. Tu vois qu'elle charge actuellement 14,8 ampères, ce qui va nous amener prochainement à finalement les 11 ampères, un peu moins de 11 ampères manquants. Je retourne sur mon interface et je sélectionne la seconde batterie. Donc elle est à 70% et tu vois qu'elle a un courant qui est supérieur puisque nous sommes à 24 ampères de charge et il reste 45 ampères pour qu'elle soit pleine. Elle est à 34,4 degrés, c'est elle pour l'instant qui prend le plus de tension. Donc tu vois qu'en termes de température, on est bon. Il ne nous reste plus maintenant qu'à te souhaiter une belle journée, un bon week-end et nous on se voit vendredi prochain pour la suite du voyage.